Salut à tous, petit message complètement improvisé avant la vidéo, je vous mets un petit timecode du début si vous n'êtes pas intéressé, mais voilà, je voulais simplement vous parler de pourquoi je ne suis plus très présent ces temps-ci et de ce qui va se passer ensuite. Comme vous l'avez vu ces dernières semaines et ces derniers mois, il y avait un épisode de Pépite et un short chaque semaine. Ce n'est plus le cas depuis quelques semaines, tout simplement parce que je suis en train de travailler à faire la suite, en fait, voilà, tout simplement. Donc là, on vient de finir ce que j'appelle la deuxième saison de Pépite, et des shorts aussi. Donc pour les shorts, je vais continuer à en mettre sur Insta, sur YouTube Shorts et sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre. Et pour les pépites, j'aurai besoin de vous, n'hésitez pas à m'envoyer un max d'artistes locaux, amateurs que vous considérez comme prometteurs, et je serai ravi de faire un épisode sur eux. Enfin voilà, sinon ça ne bouge pas, comme je vous le disais, je reste toujours autant motivé, je ne peux pas être aussi présent que je le voudrais parce que j'ai un métier à côté qui me prend pas mal de temps et une vie perso, donc voilà, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'ai plein d'autres projets et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets, des groupes, des artistes, des thématiques un peu hors série que je pourrais faire qui vous intéresseraient, je lis tous les commentaires. Voilà, merci à vous et bon visionnage. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'intimité du rock. Aujourd'hui, on va se consacrer uniquement à l'histoire d'un monument du rock. Contrairement aux autres vidéos, comme d'habitude, il n'y aura pas de deuxième partie analyse ou de pourquoi c'est cool, pourquoi c'est important. Et tout simplement parce que l'histoire, en fait, se suffit à elle-même, tant elle est incroyable, folle, mais aussi tragique. C'est l'histoire d'un groupe à qui tout souriait, mais dont le destin a basculé lors d'une journée d'automne et qui, depuis, a traversé de multiples tempêtes, toutes plus cauchemardesques les unes que les autres. Pour certains, il s'agit même d'une malédiction. Alors ne perdons pas plus de temps, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et à manger, et plongez avec moi dans l'intimité de Lynyrd Skynyrd. Je sais pas comment le dire. Nous sommes en été 1964 dans le garage d'une maison floridienne, plus précisément à Jacksonville. Après leur match de baseball, 3 préados branchent leurs amplis pour imiter leurs idoles anglaises qui passent constamment à la radio, notamment le morceau Time Is On My Side des Stones. Tout en cherchant leur identité musicale, le groupe My Backyard recrute de nouveaux garçons et tourne dans les différents lieux de Jacksonville. On les verra alors sous de multiples patronymes, les Noble Five, les Wildcats, Sons of Satan, Conqueror Worm, The Pretty Ones, puis les 1%, référence à l'un des badges composant les vestes des Hells Angels et autres clubs de motards, ce cercle très fermé de l'unique pourcent des motards hors la loi. Ronnie Van Zant, le chanteur, Bob Burns, le batteur, Larry Johnstrom, le bassiste, ainsi que Gary Rossington et Allen Collins, les guitaristes, écument les booms, les fêtes, les clubs de la ville toutes les nuits, tout en allant au lycée la journée. Mais en 1968, le tout jeune groupe trouve une opportunité dans le label local Shade Tree Records. En sortiront 2 démos réunies en un 45 tours, Need All My Friends et Michelle. En 1969, Ronnie, Gary et Bob sont donc lycéens au Robert E. Lee High School. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que les jeunes membres de 1% sont des Bart Simpson en puissance. Tous les 4 matins, leurs parents reçoivent des appels incessants de l'école pour absentéisme, violence, actes de rébellion, et j'en passe. En effet, au lycée Robert E. Lee, les règles sont strictes. Les cheveux ne doivent pas recouvrir les oreilles ni toucher le col de la chemise. Cette dernière est d'ailleurs obligatoire avec tout l'uniforme, jusqu'aux chaussettes qui doivent être correctement remontées. Ces rockers en herbe ne sont évidemment pas en accord avec ces codes. On les retrouve alors avec les cheveux coiffés à la vaseline, afin de donner l'illusion de propreté. Mais le coach de gym, lui, remarque toutes les semaines lors des séances de sport, et notamment après les séances de douche, que ces jeunes rebelles n'ont rien d'un élève modèle de Robert E. Lee. Alors, au bout de 20-30 fois à se faire renvoyer provisoirement, Gary décide qu'il est temps de partir. Lors d'un concert au Forest Inn, Gary, avant que le show ne commence, sort à la petite foule. On est les 1%, mais on veut changer de nom. Ceux qui veulent qu'on se renomme les Lynyrd Skynyrd, applaudissez.
Leonard Skinner, ce coach de sport du lycée local, est bien connu de la ville pour son amour des codes. Et le temps d'un soir, quelques dizaines de personnes s'en amusèrent en renommant un jeune groupe amateur de son nom. Et à partir de 1970, le groupe va rencontrer beaucoup de gens et aller dans beaucoup de lieux différents, et c'est le moment pour moi de vous rappeler qu'il m'est impossible d'être exhaustif. Le but, c'est de vous conter l'histoire d'un groupe que vous connaissez sûrement de nom, mais dont vous avez la flemme de lire la fiche Wikipédia, et c'est bien normal. Et en même temps, j'essaye d'être divertissant et relativement bref. Donc, désolé d'avance. Bref, Lynyrd Skynyrd s'est fait connaître à Jacksonville et ailleurs avec ce son sudiste mélangeant de la country, du blues et les vieilles influences anglaises. En 1972, le groupe comprend toujours Ronnie Van Zant, Bob Burns, Gary Rossington et Allen Collins, mais a perdu Larry Johnstone. Cependant, le producteur Al Kooper découvre le groupe à Atlanta et décide de produire leur premier album. Cooper est étonné quant au fait que le groupe est carré. En effet, ce dernier a tellement joué qu'il est extrêmement productif, et ce, rapidement. L'enregistrement durera 5 semaines, non sans quelques tensions. Pronounced Lynyrd Skynyrd sort en août 1973, et c'est un succès total. Armé de 3 nouveaux membres, Ed King à la guitare, Leon Wilkeson à la basse et Billy Powell au clavier, la formation de 7 jeunes américains trouve un admirateur du nom de Pete Townshend, qui souhaite que Lynyrd fasse ses premières parties lors de la tournée américaine. Et en effet, c'est assez rare pour le souligner, mais Lynyrd Skynyrd connaît son succès avec son premier album. C'est sur ce 33 tours qu'on trouve Simple Man et Freebird, encore aujourd'hui les chansons les plus connues du groupe. Les critiques sont dithyrambiques. L'album deviendra disque d'or puis double disque de platine, et il viendra se placer 27e au Billboard 200, et on le compare déjà au plus grand. Vous l'avez remarqué, Lynyrd Skynyrd vit pour la musique. Alors, quand il termine la tournée avec les Who, il retourne en studio, mais cette fois passe la porte en héros, en star. Ils se retrouvent alors à Los Angeles et le contraste est saisissant. Les jeunes Floridiens sont à quelques mètres des Eagles et de Stevie Wonder. Second Helping sort en avril 1974. Le single Sweet Home Alabama se classe 8e au Billboard Hot 100 et l'album est rapidement certifié disque d'or. Mais encore une fois, les gros succès aussi rapides ne sont jamais des contes de fées. Épuisé physiquement et mentalement par ce nouveau rythme de vie, Bob Burns, le batteur, décide de quitter le groupe. Il sera remplacé par l'ex-US Marine, Artemus Pyle. En mars 1975, le troisième album du groupe sort déjà dans les bacs, et c'est une sorte d'échec. Nothing Fancy, ou Rien de foufou, porte bien son nom. Le groupe prendra 3 semaines pour enregistrer l'entièreté de l'album, car contrairement aux autres fois, il n'avait rien avant d'arriver en studio. Des journées de 15 heures de composition et d'enregistrement, couplées à des concerts le soir, les critiques sentiront que ce 33 tours est plus une sortie productive qu'une réelle proposition artistique. Les ventes seront un peu plus décevantes que les précédents opus. De plus, pendant la tournée, Ronnie Van Zant se fait arrêter avec l'assistant d'Ed King. Ce dernier doit alors jouer le prochain concert avec des vieilles cordes. Fatalement, elle se casse durant le show. Van Zant se moque de lui et King, furieux, décide de tourner les talons en faisant comprendre que si Ronnie n'avait pas entraîné son assistant en garde à vue, tout cela ne serait jamais arrivé. Cerise sur le gâteau, le groupe ne s'entend plus avec leur premier producteur, Al Kooper, qui lui aussi quittera le navire pendant la tournée. Vous le savez si vous suivez la chaîne, les ascensions fulgurantes comme celle-ci finissent souvent par se briser fatalement, telles des légendes icariennes. En vérité, ici, c'est beaucoup plus que ça. C'est le début d'un enchaînement de mauvaises nouvelles pour Lynyrd Skynyrd, que certains appellent même une malédiction. En 1976, Collins et Rossington provoquent chacun un accident de voiture, le même jour. La drogue et l'alcool étaient déjà présents dans le groupe, et évidemment,
Ils étaient tous les deux sous l'emprise de stupéfiants. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur ces crashs, mais selon Van Zandt, c'est un miracle que personne n'ait été tué ce jour-là. En parlant de Ronnie, c'est aussi cette année que sa fille Melody vit le jour. Il essayait alors de redevenir clean et cet accident l'a morbidement inspiré. Bref, le groupe est tout de même de retour en studio pour un 4e album, mais cette fois avec le producteur Tom Dowd, qui a notamment travaillé avec Aretha Franklin, Cream et Allman Brothers. Ils sont aussi désormais managés par Peter Rudge, qui s'occupait aussi des Who. On sent alors une vraie ascension, mais le groupe et son entourage sont encore vachement dans le rush, donc le prochain album va se faire de la même façon que le dernier, dans la précipitation. Give Me Back My Bullets sort le 2 février 1976 et passe un peu inaperçu. Il trouvera son disque d'or au bout de plusieurs années. Mais c'est bien le prochain album qui va réveiller les fans du groupe. Cette fois, le groupe n'a pas fait dans la dentelle. Lors du précédent album, ils ont mis en place les Ronkettes, des choristes féminines, pour assurer les chœurs, du nom de Jojo Billingsley, Leslie Hawkins et Cassie Gaines. Pour remplacer Ed King, cette dernière propose son frère, Steve Gaines. Le groupe se trouve être très méfiant envers Steve et tout le monde est quasiment certain qu'il ne fera pas long feu au sein du Skynyrd. Mais les tests sont bien plus que concluants, et sa patte se fait carrément ressentir sur le disque. On peut aussi parler de Leslie West, qui a été auditionné pour remplacer Ed King, mais qui, au détour d'une conversation, a sorti « Par contre, si je suis pris, il faudrait renommer le groupe Lynyrd Skynyrd featuring Leslie West. J'espère que ça vous dérange pas. » Non. One More From The Road, un album live, sort en 1977 et c'est une bouffée d'air frais pour le groupe. Top 10 du Billboard, 3 millions de ventes aux États-Unis, triple platine, c'est une consécration. Et enfin, la vraie consécration viendra avec le prochain album studio composé des mêmes membres que cet album live. Street Survivor sort en octobre 1977. Steve Gaines rend fou les critiques et son groupe. Tout le monde est en extase. 5e au Billboard et disque d'or 10 jours seulement après sa sortie. Le groupe est alors en tension, mais en bonne tension. Ils mettent alors sur pied la plus grande tournée que le groupe n'a jamais connue, pour finalement mettre une magnifique virgule à cette carrière florissante, résultante d'un travail acharné. Comme la dernière lumière que l'œil capte, l'espoir fait son apparition, la fraction de seconde, avant que la mort frappe de plein fouet. Comme beaucoup de groupes avant et après eux, Lynyrd Skynyrd fait le choix du voyage aéronautique, déjà parce que c'est beaucoup plus pratique, mais aussi beaucoup moins fatigant, surtout aux États-Unis. Faire une tournée à travers le pays en bus relève presque de la folie. 20 octobre 1977. Après le 5e concert de la tournée Tour of the Survivors, dont 60 venues étaient prévues, le groupe embarque dans son Convair 240 de 1948. Mesdames et messieurs, préparez-vous au décollage. Nous sommes à Greenville, en Caroline du Sud, destination Baton Rouge, Louisiane. Contrôle, nous arrivons à Baton Rouge, autorisation de descente. N55 VM, affirmatif, autorisation de descente. Contrôle, nous devons nous rendre à un aéroport tout de suite, le plus proche. N55 VM, êtes-vous en état d'urgence? Affirmatif, on n'a plus de carburant, et il nous faut une réponse vite, s'il vous plaît. Très bien, 4, 025, allez à ma pompe. On n'a plus de carburant. Faites pas un pas de plus, qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jojo Billingsley, une des Ronkettes, ne pouvait pas participer au voyage, pour des raisons de santé. Cependant, elle avait fait un rêve la nuit dernière. Un crash d'avion, tuant la totalité du groupe. Elle appela alors Allen Collins, qui, avant d'embarquer,
la rassura immédiatement, comme nous le ferions tous. Cassie Gaines, l'autre en quête, terrifiée à l'idée de voler, se confia à Van Zandt, qui la rassura lui aussi. Elle finit par monter en compagnie de son frère Steve, le nouveau guitariste prometteur de Lynyrd Skynyrd. Quelques mois plus tôt, Aerosmith et leur crew avaient visité l'avion et rencontré l'équipage pour eux aussi l'utiliser pour leur tournée. Mais après concertation, ils décidèrent que les conditions de sécurité et de confiance n'étaient absolument pas réunies. Pour planter le clou des éléments prémonitoires qui ne se voient pas sur le moment, la location de l'avion par la LNG Company avait une clause indiquant que le groupe était légalement les opérateurs durant l'utilisation de l'appareil, afin de protéger l'entreprise. Bien que les analyses toxicologiques des pilotes n'aient révélé aucune trace de drogue ni d'alcool, l'erreur d'inattention de plus de 2 heures quant au fait que l'avion consommait 2 fois plus de carburant que d'habitude sera considérée comme la cause du crash. Ronnie Van Zandt, le frontman, Dean Kilpatrick, le manager, Stevie Gaines et sa sœur Cassie Gaines, ainsi que les 2 pilotes de l'avion, décéderont ce 20 octobre 1977. Les 20 autres survivants s'en sortiront, non pas indemnes, et surtout pas psychologiquement. Une chose est sûre, Lynyrd Skynyrd est terminé. Je vous le dis comme je le pense, pour moi, c'est effectivement la fin de Lynyrd Skynyrd. Je n'ai jamais été un auditeur assidu du groupe, donc on ne sait jamais, peut-être que je tomberai amoureux des titres récents. Mais pour moi, c'est plus dans la symbolique que ça se joue. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour moi. Cette question deviendra centrale dans le groupe depuis le crash de 1977 jusqu'à aujourd'hui. Bref, revenons justement en 1979. Après 2 ans de silence, le groupe, ou du moins ses survivants, se réunissent une seule fois, mais ce sont les projets solos des uns et des autres qui vont voir le jour. En 1980, Gary Rossington et sa femme Dale, ainsi qu'Allen Collins, les 2 seuls membres fondateurs, appellent Leon Wilkeson et Billy Powell pour former le Rossington Calling Bands. Cependant, après 2 albums, Allen tombe en dépression à cause de la perte de sa femme, décédée durant la fausse couche de leur 3e enfant. Il se réfugie dans les drogues et l'alcool. Le groupe sera dissous en 1982, mais 1 an plus tard, il revient avec le Allen Collins Band, encore avec Leon et Billy. De leur côté, Gary et sa femme forment leur petit groupe, le Rossington Band, et pour finir, Artemus Pyle, lui, après sa rééducation, forme le groupe APB. Bref, tout le monde joue un peu par-ci par-là, reprenant parfois des versions instrumentales de Lynyrd Skynyrd, mais ils se défendent tous d'être la continuation du groupe. Allen Collins subit en 1986 un grave accident de voiture qui le laissera paralysé. Car non, la malédiction n'est pas terminée. Bref, nous nous rapprochons malheureusement du 10e anniversaire de ce crash, et en cet honneur, c'est une tournée d'hommage qui se mettra en place. Gary, Billy, Leon, Artemus, les survivants rappellent aussi Ed King, qui était là avant le crash. Sur scène, on retrouve au micro Johnny Van Zandt, le frère de Ronnie. Il y a aussi la femme de Gary en tant qu'enquête, Danny Van Zandt est aussi là, autre membre de la fratrie. Allen Collins apparaît sur scène en chaise roulante pour passer des messages de prévention quant à la conduite sous stupéfiants. Lacey Van Zandt, le père des 3, ouvre la cérémonie. Une dernière fois, en famille, pour se souvenir. Don't you worry, you'll find yourself, follow you home, and nothing else. You can do this, oh baby, if you try. Oh, and I want for you, my song, so be satisfied. Baby, be simple.
care. Forcément, c'est un succès, et les gens sont émus, contents, heureux de voir que l'héritage de Lynyrd Skynyrd est en train de perdurer. Alors, entre envie de rendre ce nom immortel et la réalité concrète de l'événement, qui est la rentabilité, des discussions prennent place, discrètement, sur le sujet de la relance totale du groupe. Pourquoi discrètement ? Eh bien, à la suite du crash, Jody Van Zandt et Theresa Gain, les veuves de Ronnie et de Steve, ont conclu un accord avec les membres fondateurs. L'idée étant que personne ne devrait utiliser le nom de Lynyrd Skynyrd pour du profit. Ce dernier doit reposer en paix, et ne pas être utilisé comme bête de foire morbide. Alors que les menaces de procès pèsent donc sur cette formation post-crash, un nouvel accord est trouvé. Jody et Theresa, les veuves, doivent toucher 30% des revenus des tournées, et Lynyrd Skynyrd doit obligatoirement être composé de Gary Rossington, le seul membre fondateur capable de jouer, et d'au moins 2 des survivants du crash de 1977. Leon Wilkeson, Billy Powell, Artemus Pyle, mais aussi Ed King, qui n'était pas dans l'avion, mais considéré comme membre original, ayant rejoint le groupe assez tôt. Alors, même si Allen Collins décède d'une pneumonie contractée suite à sa paralysie en 1990, le groupe se retrouve en studio. Lynyrd Skynyrd, 1991, sort en juin chez Atlantic Records. Ce n'est pas le même succès que les précédents albums, mais nous sommes tout de même repartis pour une nouvelle aventure. Cependant, Artemus Pyle décide de quitter le navire, lassé par les abus de drogue et d'alcool des musiciens. Et à partir de là, on va avancer très vite vers un point précis qui m'intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période, il y a eu énormément de changements au sein du groupe. En 1993 sort The Last Rebel. En 1994 sort Endangered Species, un album acoustique. Ces 2 albums sont des succès, mais encore une fois, bien moins fulgurants que les précédents. Ed King, affaibli par des problèmes de cœur, doit quitter le groupe pour se soigner. Cependant, à son retour, Rossington, avec qui la relation était on ne peut plus toxique, refuse de l'accueillir à nouveau. Fin 95, le film Freebird the Movie sort en salle. Pour l'occasion, Bob Burns, batteur fondateur, Leslie Hawkins et Jojo Billingsley font une apparition sur scène. En 1997 sort 20. En 1999 sort Edge of Forever. Alors que les problèmes de santé de Leon Wilkeson empirent, le groupe sort Christmas Time Again en 2000. En 2001, Leon Wilkeson meurt. Il ne reste plus que Gary Rossington et Billy Powell. Et c'est exactement ici que je voulais arriver. C'est à ce moment précis que l'accord trouvé en 1987, le pacte de sang, devient caduc. Si vous n'êtes pas trop jeune, vous savez ou pensez savoir que Lynyrd Skynyrd n'est pas dissous et est encore en activité. En faisant mes recherches, je me trouvais un peu circonspect, car il me semblait bien, durant ma jeunesse, avoir aperçu des articles, des vidéos, des gens discuter de Lynyrd Skynyrd qui était toujours sur scène. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, sans surprise, le sujet a été gentiment glissé sous le tapis. J'ai eu un peu de mal à trouver de vraies preuves de discussion entre les membres du groupe et son entourage quant à cette problématique, qui, selon moi, est d'importance capitale. Il s'agit quand même de respecter le bébé et la mémoire des membres fondateurs, dont la majorité est morte tragiquement, et même violemment. Apparemment, Jody Van Zandt se serait contentée de ses parts dans le groupe à la suite de la mort de son mari Ronnie. Elle se ferait chaque année un chèque de 6 chiffres. C'est la seule vraie raison que j'ai trouvée. Et honnêtement, elle se comprend, même si on est loin de ce pacte de sang fait juste après le crash d'avion en 1977. Je pense aussi que le fait que le chanteur reste Johnny Van Zandt et que Gary et sa femme soient encore là, garde tout de même cet esprit de famille. De plus, les autres musiciens faisant partie du groupe depuis quelques années sont aussi importants. Bref, Vicious Cycle sort en mai 2003, et c'est le plus gros succès depuis la réunion du groupe. Ce dernier semble connaître un regain d'intérêt et de succès, d'où le fait encore une fois que la continuation semble logique au sein du groupe et de son entourage. Mais là où nous pensions être tirés d'affaire, il reste dangereux de monter à bord de ce vaisseau qui semble condamné à couler. In Evans,
remplaçant de Leon Wilkeson, ainsi que Bill Powell, membre fondateur, meurent en 2009, même année que la sortie de God and Guns. Last of a Dying Breed sort en 2012 et c'est un succès. En 2015, Bob Burns, le batteur fondateur, décède dans un violent accident de voiture. Le groupe bat de l'aile, ralenti par les problèmes de santé de Gary Rossington, désormais seul membre fondateur encore en vie. Ed King aussi, qui a longuement contribué au groupe, meurt en 2018. Cette même année, Gary annonce une tournée d'adieu. Elle aura lieu jusqu'en 2023. Gary Rossington, le seul membre dit original, décède en mars, mais Lynyrd Skynyrd est considéré comme toujours en activité. Les pactes de sang passés en 1977 puis en 1987 semblent être tombés dans l'oubli. D'après Ricky Medlock, membre depuis 27 ans maintenant, déclare qu'avec Johnny Van Zant, en accord avec les héritiers proches et moins proches de tous les membres du groupe, la décision a été prise de retourner en studio et sur scène pour continuer la musique et l'héritage du groupe. Ironiquement, la dernière chose à être sortie est un nouveau clip de Sweet Home Alabama, morceau phare du second album du groupe. Alors, quelle histoire, hein? J'avoue que je ne la connaissais pas du tout avant de commencer mes recherches. Plus jeune, je jouais tranquillement Sweet Home Alabama à la guitare et je connaissais vaguement cette histoire de crash d'avion dans les années 70, mais c'est tout. J'ai été franchement étonné de découvrir toutes ces choses, toute cette histoire sublime et inspirante qui se transforme en cauchemar incessant, inarrêtable, s'attaquant à toutes les décennies traversées par Lynyrd Skynyrd. Moi qui apprécie beaucoup la symbolique des choses, cette histoire de pacte de sang fait après le crash en 1977 m'a beaucoup marqué. Sommes-nous en train de cracher sur la tombe de Ronnie en payant de grosses sommes pour aller voir ce groupe composé d'aucun de ses membres originaux? Ou au contraire, n'est-ce pas là l'héritage familial sublime qui de toute façon se devait de continuer afin de ne pas laisser ce travail et ces belles mélodies tomber dans l'oubli? Et encore aujourd'hui, chacun a sa propre opinion. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, mais ce qui aide le plus la chaîne, et de loin, c'est de partager mon contenu sur vos réseaux sociaux. En attendant, merci encore d'être là, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, dans l'intimité du rock.